n'avais pas mis mon micro, donc je commençais à parler dans le vide. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation du contrat d'engagement républicain. Donc je suis Anne Charlin, je suis responsable du guichet unique vie associative de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, qui est un service de la communauté d'agglomération qui a pour mission, le suivi des demandes de subventions qui sont faites auprès de l'agglomération, le recensement des associations du territoire. Plus de 3 500 associations actives interviennent sur les 12 communes et on a environ 180 associations qui se créent par an. Donc nous avons également une mission d'accompagnement des associations, notamment à travers le portail ressources association.ski.fr que vous connaissez sans doute et ce programme de webinaire organisé en collaboration avec Profession Sport et Vie Associative, représenté par Morgane Le Glonec et Cindy Beckert, qui seront nos intervenantes. Donc avant de commencer, quelques informations pratiques dont vous avez maintenant l'habitude. Le webinaire est enregistré pour le permettre de déposer le replay sur le portail des associations de ski. Donc, on vous demande de couper vos caméras pour, le droit à l'image. Je ne pourrais pas publier si on voit des visages et couper vos micros pour éviter toute interférence. Et on aura un temps de questions-réponses, à l'issue de la présentation. Donc, vous pouvez déposer vos questions dans le chat, dans la conversation à droite, vous posez et on les on les on 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 les présentera en fin de réunion pour les présenter à nos intervenantes. Donc le sujet du CER, donc ça fait 3 ans qu'il est mis en place et il nous semblait important de de s'arrêter, de faire un temps d'information sur ce sujet pour en rappeler les principes et les modalités d'application. Hem, Parce que c'est vraiment et d'ailleurs, il y a 80 inscrits sur le sujet, donc on sent que c'est vraiment aussi une de vos nombreuses préoccupations. Donc et je voulais rappeler, avant de passer la parole à Morgane et Cindy, hem, que toute association qui fait une demande de soutien à une institution publique, une organisation publique, que ce soit les services de l'État ou une collectivité territoriale, conseil départemental, mairie, c'est une obligation de souscrire à ce contrat d'engagement républicain. Et pour ce qui concerne Saint-Quentin-en-Yvelines, donc les demandes de subventions sont dématérialisées et les modalités de souscription, donc on a répliqué, la procédure de l'État. C'est au moment de la validation du dossier pour transmission, donc sur la dernière page, le représentant légal va valider une attestation sur l'honneur comprenant plusieurs obligations, dont celle de souscrire au contrat d'engagement républicain. Donc là, je passe la parole, Cindy, Morgane, pour tout expliquer et surtout, présenter ce document et en expliquer les modalités d'application pour le dirigeant associatif. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravie effectivement de vous voir aussi nombreux sur cette thématique, voilà, et c'est pour ça qu'on l'a mise en place avec Anne Charlin. C'est vrai que c'est la thématique dont on parle pas beaucoup. Et puis, par contre, on est tous concernés, en tout cas les associations, comme l'a dit Anne, qui sollicitent une subvention, et on le verra dans notre propos, les associations qui souhaitent obtenir un agrément ou demandent le renouvellement de l'agrément, en fait, sont concernées par ce CER, ce contrat d'engagement républicain. Donc effectivement, ça concerne quand même pas mal d'associations. Morgane, tu veux dire quelque chose? Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire effectivement sur le contrat d'engagement républicain. Et de toute façon, on vous a mis dès la première diapo, en fait, où vous pouvez retrouver justement le guide pratique sur ce contrat
puisque du coup, on va essayer d'éplucher un petit peu ce contrat d'engagement républicain. Mais voilà, vous aurez peut-être d'autres informations ou en tout cas, vous pourrez prendre le temps de regarder ce guide pratique. On est parti? On est parti. On est parti. Donc, une petite introduction au niveau du CER, donc contrat d'engagement républicain. Donc, c'est peut-être le terme qu'on va utiliser pour faire un petit peu plus court. Donc, le CER. Donc, il y a une loi effectivement qui le reprend et c'est une entrée en vigueur donc le 1er janvier 2022. Donc, effectivement, Anne, ça va faire 3 ans maintenant. Il est en. Pardon? Ça fait 3 C'est ans. bon 3 ans. Et effectivement, c'est une disposition réglementaire qui peut être modifiée puisqu'il y a un décret qui a été mis en place et le décret a une valeur inférieure à la loi. Le CER concerne, et ça a été dit un petit peu avant, les associations qui demandent une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public. Ça concerne également toutes les associations qui font une demande d'agrément auprès de l'État ou d'un de ces établissements publics. Donc, au niveau des agréments les plus connus, en tout cas pour le milieu associatif, c'est l'agrément sport, l'agrément GEP, jeunesse éducation populaire, les agréments formation, tourisme, centres sociaux et peut-être d'autres, bien évidemment. Il concerne aussi les associations qui souhaitent accueillir un volontaire en service public, en service civique, pardon, et les associations RUP, donc reconnues d'utilité publique. Et pour vraiment résumer, le CER, en fait, les associations s'engagent à travers ce contrat à respecter les principes de la République. Bien évidemment, on va détailler un petit peu tout ça. Juste aussi pour commencer, ce texte a suscité de nombreux débats, donc peut-être que vous en avez entendu parler ou pas, en fonction au niveau du degré de responsabilité au niveau de l'association. Donc ça a suscité du coup pas mal de débats. Il y a des sanctions qui sont assez larges aussi par rapport du coup à ce texte-là. Il y a, comme dans de nombreux textes, des interprétations possibles. Donc du coup, forcément, ça suscite des discussions. Et c'est un contrat qui s'impose aux structures associatives et c'est un contrat synallagmatique, c'est-à-dire qu'il est imposé par une partie, donc c'est l'État qui impose ce contrat. En fait, c'est pas les deux parties qui mettent en place ce contrat. Non, Pardon ? Il est non synallagmatique en fait. Pardon. On a oublié le nom. Pardon. Effectivement, il n'est pas du tout bilatéral. Il est, comme l'a dit Morgane, imposé par une partie et cette partie-là, c'est l'État. Désolée pour la petite coquille, on a oublié de corriger. Je le changerai quand on vous enverra le PowerPoint. Mais c'est surtout pas le but de la réunion. C'est pas de dire est-ce qu'il est bien rédigé, est-ce que je veux le mettre en place dans mon association. C'est pas ça le but de la réunion. Le but, c'est vraiment de voir que contient ce contrat-là, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, et c'est notamment le but quand on veut une demande de subvention, en fait, on est obligé de signer en fait ce contrat de façon indirecte. Pardon ? Donc, je reprends, je ne sais pas s'il y avait une petite intervention, mais du coup, voilà, c'est de voir ce que contient du coup ce contrat-là, quels sont les engagements à respecter et qu'est-ce que cela implique pour les associations. Puisque, comme je le disais, en fait, quand vous faites une demande de subvention, vous êtes obligé d'accepter de façon, on va dire, indirecte ce contrat. Et c'est vrai qu'on ne prend pas forcément toujours le temps de regarder en détail. Donc là, du coup, c'est vraiment le but de cette réunion. C'est vraiment pas de susciter des débats, encore une fois, est-ce qu'il est bien rédigé, pas bien rédigé, il est bien, pas bien. C'est voilà. C'est vraiment de prendre le temps de se poser pour voir ce que contient ce contrat d'engagement. Cindy, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, enfin effectivement, tu l'as dit, il y a le mouvement associatif qui est pour lequel c'est un sujet brûlant depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, sachez pour ceux qui suivent pas cette actualité-là, et on peut le comprendre, que voilà, au niveau du mouvement associatif sur le territoire, ils sont vraiment vent debout par rapport à ce texte-là qui n'a pas été accepté. Il est obligé d'être accepté puisqu'il est passé dans la loi et il a été confirmé par le décret.
mais ils sont en grande vigilance par rapport à justement l'avis qui va être donné à l'application de ce contrat et surtout sur la phase des contrôles et des éventuelles condamnations pour le non-respect du contrat. Donc c'est encore récent, hein, ça fait 3 ans. On a déjà quelques petits exemples voilà, de procès avec des issues. On pourra en parler un tout petit peu tout à l'heure si vous le souhaitez, avec des rendus de procès, des conclusions. Mais voilà, bon, faut aussi relativiser, dédramatiser, apaiser tout ça aussi, parce qu'on va se rendre compte que nous, à notre niveau, au niveau des associations, notamment sur le territoire de Saint-Quentin, voilà, on n'a pas, il n'y a pas grand-chose à changer dans les habitudes. Il y a des petites choses auxquelles il va falloir penser, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à développer nos activités. Donc, slide suivant. Tac. Ouais, le temps que ça passe. En tout cas, un petit extrait du préambule. Donc, en fait, il explique un peu pourquoi, justement, du côté de l'État, en tout cas, le contrat d'engagement républicain a été mis en place. Donc, c'est l'importance des associations et des fondations dans la vie de la nation et leur contribution à l'intérêt général justifie que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien financier ou matériel. L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que les organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte républicain. Voilà le petit préambule que vous pouvez retrouver notamment dans le guide pratique du CER. Voilà. Pardon, hop. Au niveau des engagements donc, que comprend ce contrat, donc respecter, on l'a vu, les principes de liberté, égalité et fraternité, mais également de dignité humaine, ainsi que les symboles de la République. Et le but, c'est de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Au niveau du respect des engagements, donc ça engage l'association dans sa globalité et bien évidemment, il doit être respecté et il doit être respecté donc par les dirigeants de l'association, mais aussi par les bénévoles, par les membres et par les salariés. Et il doit être respecté à compter de la date de souscription au contrat. Ça paraît évident, mais il faut bien l'avoir en tête. Et les actes de toutes ces catégories de personnes sont imputables à l'association et relève de sa responsabilité. Et par rapport à ça, on prévoit justement que ce contrat doit être connu de tous, donc de toutes les personnes qui ont été évoquées juste avant. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez afficher dans les locaux le contrat d'engagement républicain, ou en tout cas les 7 engagements qu'on verra juste après, peut-être le mettre en ligne sur le site internet, par exemple, pour que les personnes soient au courant que l'association a signé ce CER et donc du coup engage la responsabilité de tout le monde à le respecter bien comme il faut. Cindy, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que les participants, en nous écoutant, peut-être peuvent commencer à avoir un petit peu des inquiétudes, parce qu'effectivement, on parle de responsabilité de l'association, qu'il faut que le contrat soit respecté par en fait l'ensemble des membres de la structure. Et donc effectivement, ça peut donner une petite tension, un petit nœud à la gorge, mais voilà, on va plus parler de points de vigilance. C'est aussi pour ça, c'est l'intérêt de ce midi, de savoir exactement ce qu'il y a sur les 7 engagements, pardon, de voir exactement de quoi on parle. Et puis voilà, ça va juste permettre, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, de mettre en place des petites choses peut-être qui ne sont pas déjà mises en place au sein de la structure. Et c'est notamment, comme a dit Morgane déjà, que ce contrat soit transmis en fait, ou en tout cas que les membres de l'association aient un moyen d'y accéder dans le cadre des activités de l'association, par voie d'affichage, par la mise en ligne sur un site, sur votre site. Après, ça peut être aussi un autre moyen d'information, mais c'est vrai que vous, en tant que dirigeant d'association,
vous avez déjà ce premier devoir, si une fois de plus vous êtes concerné par le CER, hein, par le biais de la subvention ou d'un agrément, de voilà, le transmettre et à l'ensemble des membres de votre structure par quelque moyen que ce soit. Donc voici hein, ce fameux contrat d'engagement républicain avec les 7 engagements. Donc pareil, on vous a mis le lien pour que vous puissiez le retrouver. Et le but, voilà, c'est de voir euh, engagement par engagement pour voir voilà, ce que ça implique réellement. Juste, je suis en train de voir Morgane et Anne dans la fonction discussion, d'avoir un œil par rapport à ça. Toutes collectivités n'ont pas encore imposé la signature de ce CER. Alors certes, et d'ailleurs bonjour Monsieur Nanta, parce que vous êtes un de nos habitués, mais il faut savoir que le CER étant rentré dans la loi, il s'impose nécessairement à tous à partir du moment où l'association sollicite un financement public, donc que ce soit un financement de l'État au niveau ministériel, au niveau départemental, au niveau collectivité. Voilà, la loi prime et avec ce décret sur la mise en place par les collectivités. Donc, peut-être que vous faites allusion à peut-être une subvention ou un dossier de demande de subvention dans lequel vous n'êtes pas obligé de signer la petite case d'engagement, si ce n'est pas effectivement le CERFA qui est utilisé par la collectivité. Donc, effectivement, ça ne vous engage pas au moment du remplissage de cette demande, mais au-dessus de ce formulaire, il y a l'État, il y a la loi, et du coup, même si vous cochez pas la case parce qu'une fois de plus, elle n'apparaît pas dans le formulaire mis en place par la collectivité, c'est sous-entendu en fait que vous vous engagez à respecter ce CER. Alors, l'engagement numéro 1. Bon, les engagements sont pas très longs en termes de lignes, de mots, donc on peut les lire sans problème et peut-être que certains d'entre vous les découvrent ce midi et c'est aussi à ça que le webinaire sert. Donc le premier engagement concerne le respect des lois de la République comme on l'a un tout petit peu évoqué au début de notre intervention. Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. L'association ou la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. Donc là, premier engagement, il est super important, mais il est aussi sujet à beaucoup de mauvaises interprétations. Donc, sur le deuxième, alors je pense que le premier paragraphe, les deux premières lignes, ne posent pas trop de questions en termes de compréhension. Hein. Bien évidemment qu'on ne s'inscrit pas et on n'œuvre pas dans une association pour inciter à des actions qui soient illégales ou violentes ou susceptibles de troubler l'ordre public. C'est vrai que sur le deuxième paragraphe, on peut se poser des petites questions. Donc là, il ne s'agit pas de mettre de côté la politique, la philosophie, la religion au sein de votre structure si vous êtes concerné par ça. Mais il s'agit bien, là on parle bien du principe de laïcité, et la laïcité, c'est important de le dire parce qu'il y a souvent confusion dans la définition de ce terme. La laïcité, c'est ni plus ni moins qu'un dispositif d'organisation des relations entre le politique et le religieux. On n'est pas du tout sur la laïcité qui souhaite annihiler les religions ou les mettre de côté. Non.
c'est pour ça que c'est super important de le dire, et moi j'y attache une importance particulière, parce qu'en plus j'ai suivi une formation sur ce thème-là de la laïcité. Donc c'est vraiment un système d'organisation entre le politique et le religieux. Pour ceux qui aiment, et ça remonte à la loi de 1905, mais on s'arrêtera là pour aujourd'hui, à la différence du principe de neutralité qui ne s'impose pas aux associations. Donc, au sein de votre association, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence, pas d'incitation à la haine, pas de troubles à l'ordre public. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre de côté toutes les valeurs qui animent l'association et ses acteurs. Vous pouvez tout à fait exprimer vos convictions politiques, philosophiques, religieuses au sein de votre association. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Mais voilà, il ne faut pas que derrière ça entraîne des violences ou des troubles. Et l'association, j'insiste bien, contrairement à l'État, n'est pas soumise au principe de neutralité. C'est pour ça que vous pouvez, oui, tout à fait, vous avez cette liberté d'expression, cette liberté de conscience au niveau, dans vos associations. C'est uniquement l'État qui se doit d'être neutre. Donc ça ne veut pas dire que l'État est contre telle ou telle religion, puisque l'État est laïque, respecte le principe de laïcité. Mais l'État sur tous les espaces publics, et c'est ce qui est demandé au niveau des agents, ne doivent pas porter de signes religieux manifestes, parce que ils peuvent être croyants ou athées ou autres, on s'en fiche, mais en tout cas, dans l'exercice de leur fonction en tant qu'agents représentants de l'État, ils doivent rester totalement neutres. Donc je me permets d'insister sur cet engagement numéro 1, qu'on ne confonde pas la laïcité et la neutralité. J'espère qu'il a été clair, c'est pas évident. Tu y vas ou pas, Morgane? Ouais, on alterne? Ouais, non? Tu veux que j'y aille? Ok. Donc l'engagement numéro 2, liberté de conscience. L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience. Voilà, du coup j'ai un peu débordé sur l'engagement numéro 2 de ses membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression. Donc effectivement, il y a un éclairage supplémentaire par rapport à ce que je viens de dire. Ça n'empêche pas de pouvoir s'exprimer sur des faits, sur des sujets religieux, mais on ne sera pas dans une logique de prosélytisme. Alors, abusif, je l'ai mis en dessous, en gras, parce qu'en fait, la loi initiale n'avait pas précisé, n'avait pas prévu ce terme abusif, pardon. Il a été rajouté dans le décret. Donc ça n'empêche pas, bien évidemment, beaucoup d'interprétations. Et c'est en ça que le mouvement associatif est vent debout, parce que, comme l'a dit Morgane au tout début, dans chaque engagement, on verra que dans certains termes employés, il y a forcément c'est forcément sujet à interprétation. Mais en tout cas, voilà, là, ils ont quand même rajouté l'adjectif abusif. Par rapport à l'acte de prosélytisme. Et c'est bien quand même de le dire, c'est sous la contrainte, la menace ou la pression. Donc on parle vraiment de prosélytisme fort, qui n'empêche pas, une fois de plus, d'aborder ces sujets de religieux au sein de votre structure, du moment qu'on est en total respect des pensées, des valeurs de chacun, des croyances de chacun, toujours dans cette logique du vivre ensemble avec beaucoup de respect et pas de violence. Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations, dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard des valeurs et des croyances de l'organisation, bien évidemment. Qu'une association qui va regrouper des personnes de telle ou telle religion
vont effectivement, enfin, c'est la raison pour laquelle les personnes adhèrent à ces associations cultuelles. Ça n'empêche pas effectivement l'association, à travers le bulletin d'adhésion, de demander à ce que ces futurs adhérents soient loyaux à l'égard des valeurs et des croyances de l'association, bien évidemment. L'engagement numéro 3, donc liberté des membres de l'association. Là, ça nous parle. Alors, ça peut être plus simple puisque c'est l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901. Donc, le cadre est assez connu sur cette liberté des membres. L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 3, justement, de la loi, et leur droit de ne pas être arbitrairement exclus. Donc nous on insiste un tout petit peu sur le fait que oui, n'importe qui peut se retirer quand il le souhaite de l'association. L'image est un petit peu floue, on ne peut pas l'affiner, Morgane. C'est vrai que quand on lit, moi, je veux pas dire que je connais les engagements par cœur, c'est pas vrai, mais je les ai suffisamment lus pour les deviner, mais c'est vrai que c'est un peu flou. En tout cas, dans le PowerPoint que vous aurez, que vous recevrez par mail de notre présentation, ce sera bien lisible. Désolée si c'est un petit peu flou pour l'instant. Donc voilà, on tient juste à rappeler dans cette liberté des membres que oui, bien évidemment, on est libre de s'en aller quand on veut d'une association. Mais on est aussi, à l'inverse, en cas d'exclusion possible, on tient à rappeler quand même que le membre a le droit de se défendre avant la décision finale. Voilà, il ne s'agit pas d'une exclusion arbitraire. Si le conseil d'administration décide d'exclure un membre avec des vrais arguments, ça on ne remet pas du tout ça en cause, de laisser quand même la possibilité à la personne visée de pouvoir participer à une réunion d'échange avec les dirigeants de la structure pour se défendre, même si derrière la décision sera, et ça existe, sera l'exclusion, mais en tout cas, elle aura eu la possibilité de s'exprimer avant que la décision finale soit prise. Et c'est quelque chose, justement, là, l'exemple, c'est de justement le mettre dans les statuts. Ça peut être bien. Comme ça, au moins, c'est clair, net, précis. Et les statuts, c'est la loi de votre association. Donc, comme ça, on respecte la loi, comme quoi on laisse la personne se défendre s'il y avait un problème, s'il y avait exclusion, etc. L'engagement numéro 4 sur l'égalité et la non-discrimination. Alors, j'avoue que je fatigue au niveau des yeux. L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi. Elle s'engage, c'est vrai que j'ai du mal à lire là, c'est de plus en plus flou en fait. Tu peux rien faire du tout, Morgane, du coup. Elle s'engage dans son... Ouais. Excusez-nous, on essaye d'affiner un peu. Soirée chez l'ophtalmo, là. Je crois qu'il va falloir que je change de lunettes, là. Parce que moi, je le vois très bien, donc c'est pour ça. Hop. Excusez-nous, ça va revenir. Ah, c'est mieux. Mais vous voyez qu'en petit, là, par contre. Ouais, mais c'est pas grave. Elle s'engage dans son... Oui, ça va. Ça prouve que les lunettes sont encore bonnes. Elle s'engage dans son fonctionnement interne, comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas opérer de différence de traitement fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée qui ne reposerait pas sur une différence de situation objective en rapport avec l'objet statutaire licite qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations. Elle prend les mesures compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste. Donc là, effectivement, on est sur un sujet d'actualité depuis quelques années, sur l'égalité et la non-discrimination, quelle que soit l'appartenance ou l'orientation sexuelle, religieuse, le genre, qui est un sujet très, très chaud aussi quand même en France depuis quelques temps. Donc voilà, il faut vraiment que l'association soit en total respect
voilà, enfin, qu'il n'y ait pas de différence de traitement et soit vraiment sur le respect. Alors tout à l'heure, on évoquait de la dignité humaine notamment. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas de différence à faire. Quel que soit, voilà, alors je ne veux pas parler de particularité, mais voilà, des choses qui peuvent sortir un petit peu de la norme ou qui vont surtout, c'est surtout ça, qui vont déranger d'autres personnes, du moment que, voilà, c'est des caractéristiques qui ne troublent pas le bon fonctionnement de l'association, il n'y a pas de sujet en fait. La personne, quelle qu'elle soit, est un adhérent comme un autre. Et il faut que l'association veille à ce respect de la personne, quelle qu'elle soit. Et il faudra c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde de temps en temps à travers nos interventions, il faudrait idéalement, si ce n'est déjà fait dans vos structures, que vous puissiez prévoir, alors peut-être pas nécessairement dans les statuts, mais c'est plutôt dans le règlement intérieur, des mesures, des sanctions en fait en cas de forme de violence à caractère racial, religieux, sexuel ou sexiste. Du coup, pour que l'association soit vraiment dans les rails, dans le droit chemin de l'égalité et de la non-discrimination. Engagement numéro 5, donc fraternité et prévention de la violence. L'association ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme, dans son activité, dans son fonctionnement interne, comme dans ses rapports avec les tiers. L'association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toute forme de racisme et d'antisémitisme. Donc on est toujours quand même dans le même sujet. Là, voilà, par rapport donc au racisme et à l'antisémitisme, pas d'incitation à la haine, évidemment. Bien évidemment, ça a été souligné par le mouvement associatif. Il y a une grande marge d'interprétation possible au niveau de la première phrase par rapport à cette notion de fraternité. Et de cautionner. Alors, je ne sais pas où je retrouve le terme cautionner. Je pense que il est là ou pas où il est dans Juste après Cindy. Ouais, voilà, ne pas cautionner de tels agissements. C'est vrai que derrière le verbe cautionner, qu'est-ce qu'on entend? Ne pas cautionner, est-ce que ça veut dire soutenir? Est-ce que ça veut dire ne pas réagir? Et là, on voit quand même que ce sont deux choses différentes. Et c'est en ça aussi que le mouvement associatif continue de faire valoir toutes ces frustrations par rapport à ce texte-là. Parce que voilà, si ça se produit derrière, bon, il en reviendra au juge de trancher, mais c'est vrai qu'on peut derrière certains mots employés mettre plusieurs significations et c'est vrai que du coup ça peut entraîner des situations un peu complexes. C'est vrai que le mot cautionner, hein, selon les personnes, il y a une certaine tolérance, en tout cas, sur cette interprétation. Ah oui. Ouais. Je cautionne pas, bah oui, parce que j'ai pas réagi. Enfin voilà, est-ce que c'est une histoire de non-réaction ou de soutien? Et effectivement, c'est pas du tout pareil. Bon, en tout cas, voilà, le texte pour l'instant le décret reste récent puisqu'il a 3 ans et du coup l'engagement pour l'instant est celui-ci rédigé de cette façon-là. Ça évoluera peut-être dans le temps. Puisqu'on l'a dit, hein, l'avantage d'un décret, c'est que voilà, il est facilement modifiable. Encore faut-il que le Parlement s'en occupe et actuellement, ils ont un petit peu autre chose à faire, je pense. Mais voilà, en tout cas, bien évidemment, pas d'incitation à la haine au sein de votre ou vos associations. Et puis mettre en place voilà, des verrous, en tout cas, pour pas que la haine puisse... alors, peut-être qu'il pourrait y avoir des clashs, hein, des confrontations, mais en tout cas, mettre en place un système de règlement des tensions, des disputes, soit par voilà, les échanges, la conversation, la médiation, voire par l'exclusion. Mais en tout cas, il faut pas que ça se propage et que ça se pérennise au sein de nos associations.
Il reste 2 engagements, puisqu'on en a 7. Respect de la dignité de la personne humaine. Pas tout lire aussi. Je crois que je vais y arriver. L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir ni cautionner, encore le verbe cautionner, aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et l'intégrité physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas mettre en danger la vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence. L'association s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres et des personnes qui participent à ces activités à quelque titre que ce soit, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives d'endoctrinement. Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le développement physique, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur sécurité. On est bien évidemment sur cette notion au sens large du bien-être dans l'association, du plaisir à adhérer à votre association, à s'y épanouir, vraiment pour être très très synthétique et résumé de façon très simple, c'est ce paragraphe-là, cet article-là. Bien évidemment, vous n'allez pas mettre en place d'actions qui puissent aller à l'encontre de l'intégrité physique, psychique de la personne. Le principe est extrêmement large. Bon, là on est sur un rappel au respect des lois, hein, indépendamment de ce CER. Ça, on le savait déjà, et heureusement que c'est en place dans notre pays depuis très longtemps, ce respect de la dignité de la personne humaine. Mais là aussi, effectivement, il y a encore des petites possibilités d'interprétation, mais on comprend quand même assez facilement ce que le législateur a souhaité imposer pour ce qui est des associations. Bienveillance dans les structures associatives. Bienveillance, oui. Normalement, voilà. c'est le but. Qui ne signifie pas laxisme, bien évidemment, mais voilà, tant que la personne ne fait rien de mal et qu'elle est juste là pour s'épanouir au sein de votre structure, voilà, vous devez tout mettre en œuvre. Ça se fait naturellement aussi, hein, pour ceux qui sont dirigeants depuis X années. Ça se fait naturellement à travers les activités. Et enfin, le dernier engagement, le respect des symboles de la République. L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national et la devise de la République. Alors, je l'ai rajouté parce que c'est vrai que le mouvement associatif avait souhaité que la notion d'outrage puisse être intégrée dans le texte. D'outrage justement au symbole de la République qui apporte quand même une nuance par rapport à cet engagement numéro 7 tel qu'il est rédigé. Mais bon, c'est pas passé. Donc voilà, on doit se contenter de ça. Après, voilà, c'est toujours sujet à interprétation. Ça pose un cadre quand même. On va pas aller dans nos associations à l'encontre des symboles. On va pas brûler un drapeau bleu, blanc, rouge. On va pas aller à l'encontre du texte, même si voilà, ça nous empêche pas de nous exprimer dessus, mais de notre hymne national, etc., et de notre chère devise, mais ouais, ça aurait été bien que puisse être ajoutée cette notion d'outrage qui apporte quand même une nuance qui aurait été vraiment bienvenue. Mais bon, là aussi, peut-être que ça va venir dans les années à venir. Et donc, effectivement, c'est cet engagement, en fait, à travers le CER, donc le contrat d'engagement républicain, est obligatoire, en tout cas à signer pour solliciter notamment une subvention. Et justement, toute association doit compléter le nouveau formulaire, donc le CERFA 1256 étoile 06. Et on vous a mis le petit extrait justement. Et c'est au niveau du numéro 7, au niveau des attestations. Vous avez un déclare que l'association souscrit au contrat d'engagement républicain annexé au décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le texte intégral, vous pouvez le retrouver dans la notice d'accompagnement de la demande de subvention en page 22. Comme ça, vous avez voilà, tout le texte. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire quand on sollicite une subvention. On a vu cet engagement, on a vu ce que ça impliquait, ce que ça imposait aussi aux associations. Donc après, à vous, en tant que dirigeant associatif, est-ce que vous souhaitez le signer pour obtenir la subvention ou dans ces cas-là, vous n'êtes pas d'accord avec ce texte et dans ces cas-là, vous pouvez du coup refuser la subvention parce que vous ne signez pas, enfin, vous ne signez pas, vous ne, vous n'acceptez pas ce texte. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était d'une façon indirecte puisque c'est dans attestation et en fait, on déclare plusieurs choses et souscrire au contrat d'engagement républicain, d'où le fait qu'on prenne le temps ce midi pour voir en fait ce que ça implique réellement. Le CER, il est obligatoire, on l'a vu donc pour les subventions, il est obligatoire aussi pour renouveler les agréments. Donc les associations agréées ou reconnues d'utilité publique. Donc le contrat, il est intégré dans le tronc commun d'agrément et dans la reconnaissance d'utilité publique. Obligatoire pour les agréments GEP, donc jeunesse et éducation populaire, pour les personnes qui auraient des services civiques au sein de leur structure, pour l'agrément environnement, santé, consommation, éducation, il est obligatoire. Les agréments accordés avant le 24 août 2001, donc hors secteur sport, il faut savoir que l'association a 2 ans à compter de la même date pour déposer un nouveau dossier de demande d'agrément. Et pour les associations sport, donc avec l'agrément sport, il y avait un délai transitoire jusqu'en février du coup 2024 pour les associations sportives et jusqu'au 31 décembre pour les fédérations sportives. Donc normalement, pour ceux qui ont renouvelé l'agrément, vous avez dû signer ou en tout cas accepter ce CER. On voulait aussi faire une petite partie sur la charte des engagements réciproques, puisqu'en fait, c'est une phrase une phrase qui vient aussi dans le document attestation. Et pareil, l'attestation déclare l'association, pardon, déclare qu'elle respecte les principes et valeurs de la charte des engagements réciproques conclue, elle, le 14 février 2014 entre l'État, les associations d'élus territoriaux et le mouvement associatif, ainsi que les déclinaisons de cette charte. Donc, en fait, il faut savoir que avant le CER, donc avant le contrat d'engagement républicain, il y avait la charte des engagements réciproques. Les objectifs, c'était d'améliorer la collaboration entre les associations et l'État. Et du coup, en fait, donc, il y avait ce document et en fait, il a été complété justement par le CER, donc par le contrat d'engagement réciproque, puisque la charte des engagements réciproques, c'est quelque chose, on va dire, national, mais après, les collectivités peuvent se l'approprier et peuvent du coup en rédiger un pour leur territoire, contrairement au contrat d'engagement républicain où pour celui-là, il est unique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire et qui était avant le contrat d'engagement républicain. Cindy, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. D'un point de vue juridique, c'est vrai que, historiquement, voilà, la charte est arrivée avant le contrat. Après, voilà, la charte, elle a été, en fait, elle est, comme Morgane l'a dit, elle est mise, elle a le mérite d'exister justement parce qu'il y a enfin cette reconnaissance que nous, les associations, nous mettons en place des activités avec une finalité d'intérêt général. Donc, c'est une vraie reconnaissance de l'État par rapport à toutes les activités et l'existence des associations. Après, c'est vrai qu'à la différence du CER, la charte n'a pas de valeur, elle n'est pas inscrite dans la loi. Voilà. Donc, on est plus sur un engagement moral. Ouais, voilà, ça a plus une valeur morale puisqu'il n'y a pas de sanction prévue si la charte n'est pas respectée. En tout cas, dans les textes, il n'y a pas de sanction prévue.
Et on est plus, là on le voit, sur le fait que c'est un peu, oui, c'est un engagement moral puisque la collectivité avec laquelle vous allez contractualiser, en tout cas avoir un lien, ne serait-ce qu'à travers une subvention ou même un agrément si c'est au niveau des services de l'État, il va être prévu une évaluation, en fait, un bilan de vos actions par rapport à la subvention ou à l'agrément attribué. Donc voilà, c'est plus pour poser un cadre sur les relations, comme ça a été dit, entre les collectivités et les associations, mais on voit bien avec l'éclairage des 7 engagements du CER qu'on n'est pas exactement dans la même cour. Mais c'est aussi pour ça qu'on se permet de dire que c'est quand même complémentaire avec le CER. Et voilà, on voulait quand même l'évoquer parce que je vous disais, voilà, c'est repris quand on signe le dossier de subvention au niveau des attestations, donc savoir aussi à quoi cela faisait référence. Juste, Morgane, je me permets, parce que ça concerne tout le monde, ce qui apparaît dans le chat. Donc, la question est posée de savoir, alors on n'a peut-être pas été très clair, effectivement, nous n'avons pas compris si nous devons faire une autre démarche que cocher la case, que l'association souscrit au contrat d'engagement républicain. Non, vous n'avez rien d'autre à faire. Là, on est juste sur 1 heure d'éclairage on coche la case, il y a quoi derrière? Voilà. Mais vous avez absolument rien d'autre à faire quand vous faites la demande de subvention. Mais c'est vrai que maintenant, avec le petit webinaire d'aujourd'hui et le support qu'on va vous transmettre, faudra juste s'assurer qu'en interne, et on sait que la grande majorité des associations le fait, respecter en fait les 7 engagements voilà, il y aura des petites choses à apporter au niveau du règlement intérieur, informer, là, c'est là, je pense on est tous concernés, c'est qu'on a tous coché la case, comme quoi on s'engage à respecter le CER, mais est-ce qu'on a informé tous nos acteurs de nos associations sur ce qu'il y a sur ce CER, leur transmettre le CER, en fait, les informer. Donc c'est peut-être juste ça qu'il y a à faire. Sinon, non, quand vous cochez, il n'y a rien d'autre à faire. Et une mise à disposition, alors une question, je pense, qui va pouvoir concerner tout le monde, une mise à disposition de salles avec une convention de mise à disposition contenant un article relatif au CER avec l'envoi du décret au président, est-il suffisant ou doit-on ajouter en fin de mise à disposition une signature indiquant que la prise en compte du CER? J'espère avoir été claire. Alors, attendez, Morgane, t'as compris avant moi ou pas? Mise à disposition de salle avec une convention de mise à disposition, ok, contenant un article relatif au CER avec l'envoi du décret au président, est-il suffisant ou doit-on ajouter en fin de mise à disposition une signature? La signature est préférable. Enfin, Morgane, vas-y, si tu veux compléter. Mais après, il faut voir ce que c'est la mise à disposition de ça avec une convention de mise à disposition contenant un article relatif au CER. Donc pour moi, oui, ça veut dire que ça engage le CER déjà d'une dans sa globalité. Et en plus, c'est même pas une case à cocher, si je puis dire, c'est vraiment une signature et vous vous engagez, et on l'a vu à travers le SERPA, sur plusieurs choses. Donc du coup, pour moi, oui, ça suffit dans le sens où vous signez de toute façon normalement l'attestation. De toute façon, la convention de mise à disposition, normalement, elle est signée par les 2 parties. Oui, il n'y a pas. Il me semble que si la question est de savoir si on doit signer le CER, il n'y a pas de signature du CER. Non. Et si dans la convention, il me semble, il est fait référence au CER et de l'obligation de respecter le CER, le fait de signer la convention suffit. Vaut pour acceptation du CER, du respect du CER. Ouais. Après, effectivement, le CER doit-il être joint ou mentionné, évoqué dans les statuts ou le règlement intérieur? Je pense qu'il aurait toute sa place dans le règlement intérieur, puisque du coup, comme ça, vous dites qu'effectivement, vous devez respecter le CER. Donc moi, je le mettrai plus dans le règlement intérieur que dans les statuts. Et normalement, en plus, le règlement est plus facile à modifier que les statuts. Et par rapport au mode de transmission, effectivement, du CER,
C'est ça, effectivement, on doit tous faire en plus à l'issue de cette vidéo, même sauf ceux qui l'ont déjà fait, mais il ne doit pas y avoir beaucoup d'associations. Mais effectivement, ça peut être transmis par mail. On a parlé de la voie d'affichage et de la mise en ligne sur le site internet de l'association, si l'association en a un, bien évidemment. Mais voilà, c'est bien écrit dans l'engagement par tout moyen. Donc, vous pouvez tout à fait transmettre ce contrat d'engagement, enfin en tout cas les 7 engagements par mail à l'ensemble de vos adhérents. Bien évidemment, c'est le mode de communication le plus utilisé. Merci pour votre apport. On va finir notre PowerPoint si vous le voulez bien et on va reprendre le fil des questions après. Ouais. On les a sous les yeux, on termine d'abord, si ça vous dérange pas. Donc là, on vous a parlé des 7 engagements du contrat d'engagement républicain et qui dit engagement dit contrat et donc du coup sanctions. Donc il y a effectivement des sanctions qui sont possibles si l'association ou la fondation ne respecte pas le contrat d'engagement républicain. Et le fait de ne pas respecter les principes inscrits dans ce contrat peut justifier une procédure de reversement de la subvention, puisque c'est une des obligations pour obtenir la subvention, c'est de respecter ce CER. La subvention peut vous être reprise si vous ne respectez pas les engagements que l'on a vus ce matin. Donc, c'est un refus-retrait de la subvention demandée ou de l'agrément sollicité, bien évidemment. Et il peut y avoir un refus ou un retrait de la RUP, donc de la reconnaissance aussi d'utilité publique. Donc, on voit bien si vous ne respectez pas tout ce qui fait que vous avez acquis la subvention, l'agrément, le fait d'être reconnu d'utilité publique peut être retiré si on ne respecte pas le contrat d'engagement républicain. Donc, il y a quand même des conditions à bien respecter. Après, Alors, oui, vas-y. Vas-y. Après, on peut éventuellement contester, effectivement, dans le cas d'un refus d'octroi de subvention. Le problème, c'est que les autorités, et pour les subventions, détiennent un pouvoir discrétionnaire. Donc, c'est-à-dire que l'autorité peut décider ou non d'octroyer une subvention ou pas, et elle n'est pas tenue de motiver la décision. Après, il faut savoir que beaucoup de subventionneurs, et notamment les communes, ont quand même des critères d'éligibilité pour pouvoir peut-être justifier ou argumenter pourquoi telle subvention n'a pas été octroyée quand même, faut le savoir. Et donc, du coup, le juge n'exercera qu'un contrôle restreint de la décision. Et il ne sanctionnera bien évidemment que les décisions soit sur une erreur de droit, soit sur des faits matériellement inexacts, soit sur une erreur manifeste d'appréciation, mais pas sur le fait d'octroyer ou pas la subvention. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cindy? Non, moi c'est bon. Et 3 moyens possibles d'aller à l'encontre de la décision. Donc, soit montrer que la décision elle est infondée, donc c'est-à-dire que le non-respect des obligations par le bénéficiaire de la subvention n'est pas démontré. Vous pouvez aussi montrer que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation. Donc, ça veut dire qu'en fait, on vous a refusé, mais elle n'est pas précise et elle n'est pas circonstanciée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fait réel. Et vous pouvez aussi soutenir que la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire. Donc, ça veut dire que l'intéressé, justement, n'a pas été invité, et c'est un petit peu, enfin, ça fait référence à tout à l'heure, à faire état de ses arguments. Donc, on n'a pas pu se justifier pour pouvoir expliquer, en fait, le pourquoi du comment. Et il faut savoir que vous... Oui. Vas-y. Et il faut savoir que vous avez un recours de 2 mois, donc à côté de la notification de la décision. Donc, c'est du coup ne pas perdre de temps. Et ce recours-là, il se fait devant le tribunal administratif. Et il faut savoir que l'avocat n'est pas obligatoire pour pouvoir aller au tribunal administratif et pour avoir un droit de recours. Même si effectivement l'avocat est fortement conseillé, Évidemment. vu je dirais la nature du sujet, à moins que un des dirigeants de l'asso soit lui-même avocat ou juriste, mais on s'improvise pas sur ce type de thématique avec, on l'a vu, les recours possibles. On est vraiment sur un vocabulaire de juriste.
Donc c'est ça aussi qui inquiète le mouvement associatif, c'est que il va y avoir, il y a eu déjà, et il va continuer à y avoir des refus d'attribution de subventions, voire des retraits d'agréments ou de RUP au nom du non-respect du CER. C'est ça qui inquiète énormément le mouvement associatif pour des associations qui ne sont pas du tout dans des considérations de radicalisation et qui sont encore moins des associations terroristes. Donc voilà, le problème c'est que oui, on a le droit de se défendre, on peut obtenir gain de cause, mais derrière c'est du temps, c'est de la fatigue morale et puis c'est de l'argent il faut se faire accompagner par un avocat qui s'y connaisse sur le sujet. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Je sais pas, on a fini ou pas? Oui, encore. On a presque fini, je crois, au niveau de notre diapo. Voilà. Du coup, on enchaîne sur les questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Que se passe-t-il lorsque l'association locale est reconnue d'intérêt général, mais l'entité nationale est-elle reconnue d'utilité publique? Je ne sais pas si tu veux y aller, Morgane, ou pas. Logiquement, si l'association nationale est reconnue d'utilité publique, pour moi, l'association locale l'est aussi. Et en plus, c'est différent l'intérêt général et l'utilité publique. Oui, j'allais répondre la même chose. Que d'abord, oui, il semblerait que vous puissiez bénéficier de la RUP, la reconnaissance d'utilité publique, de l'association à laquelle vous êtes affilié. Dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Après, si effectivement, vous avez au niveau local, vous n'avez pas cette RUP, mais vous avez l'intérêt général, sachez qu'en étant d'intérêt général, il n'y a aucun... Enfin, l'intérêt général n'a rien à voir avec le contrat d'engagement républicain. L'intérêt général, ça vous sert uniquement à pouvoir émettre des reçus fiscaux en cas de don, en fait. Donc, c'est une notion à rapprocher une notion de fiscalité, en fait, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu ce midi. Donc, ouais, vérifiez, vous le savez certainement, si vous n'avez pas cette reconnaissance d'utilité publique. Mais du coup, oui, en tant que vous ne perdrez pas votre reconnaissance d'intérêt général si vous ne signez pas le contrat d'engagement républicain. C'est deux sujets totalement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Sanction ultime, dissolution. Ah, je reconnais bien Monsieur Nanta. Dissolution par le ministère de l'Intérieur. Oui, on a eu des cas déjà il n'y a pas très longtemps, Monsieur Nanta. Effectivement, là, on est plus sur des associations. Alors, je ne veux pas faire le détail, mais il y a eu quand même des associations dont voilà, les actions portaient vraiment atteinte aux valeurs de la République et atteinte aussi et troubler l'ordre public. Mais effectivement, il y a des associations qui sont dissoutes par le ministère de l'Intérieur qui vérifie que nous respectons le CER. Eh ben, c'est l'organisme qui va vous attribuer la subvention ou l'organisme. Pardon? Ou l'agrément, du coup. Ou la reconnaissance d'utilité publique. Si l'organisme qui est à l'initiative de cette subvention, de cette attribution, a des doutes par rapport à votre fonctionnement au niveau de tout ce qu'on a vu sur le CER, c'est l'organisme qui pourra ordonner ce contrôle en interne. Donc, ça peut être les communes, ça peut être les services décentralisés de l'État, voilà, ça peut être les différents ministères, etc. Et comment peut-on vérifier que l'acceptation du CER est bien cochée dans notre demande de subvention? En fait, si vous allez au bout, de toute façon, ce sera coché. C'est même pas à cocher, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est dans l'attestation, vous déclarez, il y a 5 ou 6 points, vous déclarez comme quoi l'association signe ce CER, etc. Et en fait, le fait de signer la dernière page, l'attestation, fait que forcément, vous acceptez, du coup, donc vous signez le CER.
Normalement, nous n'avons manqué aucune question posée par écrit. Merci pour vos remerciements. Ça veut dire qu'on a répondu à la question. Des fois, c'est pas toujours évident. Le thème est pas facile, hein. Mais voilà, je pense que sur cette heure-là, ça a permis quand même de savoir, d'avoir un contenu qui est apparu derrière la case à cocher sur ce CER. Maintenant, on sait un peu plus ce qu'il y a derrière et de quoi on parle. C'est ça, pour résumer, voilà, le CER, c'est 7 engagements qui sont assez, en tout cas en termes d'écriture, sont assez réduits. Synthétique, Mais ouais. voilà, synthétique, mais ça implique quand même pas mal de choses. Il faut savoir que c'est pour les subventions, pour les agréments, pour la reconnaissance d'utilité publique, et que si on n'accepte pas, ou en tout cas, si on n'accepte pas déjà on n'a pas les subventions, on n'a pas l'agrément, on n'a pas la reconnaissance d'utilité publique. Et si on l'accepte, il faut bien évidemment le respecter, puisqu'on l'a vu, ça peut être attribué d'une part, mais ça peut être aussi retiré, du coup, si on ne respectait pas nos engagements, et donc, du coup, le CER. Nous aussi, c'était une première pour nous sur ce sujet-là. Le document présenté sera-t-il disponible? Alors, oui. On vous permet enfin voilà, on vous transmet, on va transmettre à Anne Charlin notre PowerPoint. On vous demande juste, voilà, à chaque fois, c'est ce qu'on fait à chaque fois, de le conserver en interne dans votre structure. Voilà, il y a un petit peu de boulot derrière tout ça, donc on va pas être sur voilà, on va pas garder ça pour nous parce que c'est pas, on n'est pas comme ça. On partage. On sait que ça peut vous servir derrière pour être repris au sein de vos bureaux, vos conseils d'administration. Mais voilà, ne le diffusez pas trop, ne le diffusez pas s'il vous plaît à grande échelle. Merci. Oui, de toute manière, le webinaire est enregistré et sera déposé sur le portail des associations, donc avec la présentation du PowerPoint, et on enverra également le document. Et merci Morgane et Cindy pour ça. Anne, il y a une question, je ne sais pas si elle est pour toi. Quelle date pour les demandes de subvention? Alors, je ne sais pas si c'est en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines ou... Pour ce qui est de Saint-Quentin-en-Yvelines, la campagne de subvention est clôturée. En général, elle ouvre fin juin, début juillet, pour se clôturer mi-octobre, fin octobre. Donc, voilà. Mais pour les autres échelons, ça dépend des communes, ça dépend des... Et il y a parfois des appels à projets à tout moment. Après, il y a certaines subventions, donc le FDVA 1 notamment, donc c'est hors secteur sport, et c'est notamment pour la mise en place de formations pour les dirigeants associatifs. La campagne a été lancée en janvier, j'ai plus la date exacte, mais la date de dépôt est le 20 mars. Donc voilà, vous avez encore 2-3 semaines pour pouvoir y répondre. Et vous avez après le FDVA 2 qui concerne toutes les associations, donc secteur sport et autres, bien évidemment, ou qui a été lancé, alors pareil, j'ai pas la date, mais la date de dépôt, ça je l'ai bien aussi, c'est le 3 avril, midi. Voilà, et ces 2 subventions, je le dis quand même, c'est à remplir sur le compte asso, sur mon compte asso. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, il faut absolument le créer, puisque c'est forcément par ce biais-là que vous pouvez répondre à ces 2 subventions. Pour les associations sport ANS, ça devrait sortir. La campagne de lancement ne devrait pas trop tarder. C'est plutôt en mars-avril en général. Et puis après, effectivement, pour les subventions des communes, ça dépend un petit peu de chaque territoire. Sur l'information sur le FDVA, on l'a publié aussi sur le portail, si vous voulez en savoir plus. Portail des associations. Parfait, on va clôturer. Du coup, on a bien tenu dans les temps. Bravo à vous d'avoir tenu le délai, malgré la densité du sujet. Ouais. Merci pour tous les remerciements qui arrivent par écrit là. C'est toujours très valorisant pour nous et ça nous encourage à continuer dans cette direction. Merci. Merci à tous. Bon après-midi, bon week-end. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.